Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler de plan de reprise d'activité pour la solution de bureau virtuel Azure Virtual Desktop. Alors je vais avoir le plaisir de co-animer cette série de vidéos avec Pierre. Et on va vous proposer, en termes de contenu, donc de revoir déjà ensemble quelques concepts liés à la notion de reprise d'activité, hein. C'est assez fondamental d'avoir ces idées en tête pour concevoir la solution adaptée. On va voir ensuite les différents scénarios qu'il faut considérer sur des cas de bureau virtuel avec Azure Virtual Desktop. Et dans ce premier épisode, on va vous expliquer de quelle architecture on part et comment on a construit cette architecture de base avant de rentrer ensuite dans les deux cas principaux, à savoir le premier scénario qui va concerner des pools d'hôtes en multisession, c'est-à-dire des hôtes virtuels qui sont donc partagés par plusieurs utilisateurs. Et on rentrera dans un scénario d'architecture qu'on appelle en mode actif-passif. Et puis on déroulera toute une méthodologie de test et de simulation d'incidents et puis ensuite d'essais techniques de reprise d'activité pour valider le fonctionnement. Et dans l'épisode numéro 2, on traitera cette fois-ci le cas des bureaux virtuels dédiés par utilisateur. Alors on démarre avec quelques rappels de base sur les concepts liés à la reprise d'activité quand on a un désastre qui peut être plus ou moins important et qu'on a besoin de revenir à un fonctionnement minimal de la solution informatique. Et il y a évidemment deux concepts clés à garder à l'esprit quand on va réfléchir à son plan de récupération d'urgence. Donc la première notion va être ce qu'on appelle le Recovery Time Objective, ou le RTO. Et le RTO, c'est le temps que l'on va mettre pour revenir à un service à minima dégradé, mais qui va être au moins opérationnel jusqu'au retour en situation nominale. Et on va également parler de RPO, pour Recovery Point Objective. Et donc le RTO, lui, va correspondre plutôt à la durée maximale de données que l'organisation peut accepter de perdre lors d'un incident. Et évidemment, en fonction de la solution qu'on va concevoir, du coût de cette solution, eh ben, on va avoir un RTO, RPO plus ou moins important pour revenir à un état stable. Alors, quand on est également sur des cas de reprise d'activité, il y a bien sûr une solution technique à concevoir, mais un plan de reprise d'activité, ça se prépare en amont. Et en plus de la solution technique, ça va contenir notamment des processus qui vont être documentés, régulièrement testés et puis qu'on va mettre également à jour puisque les solutions techniques peuvent aussi évoluer dans le temps, donc il faut entretenir ces processus. Et puis il va y avoir également un aspect humain puisque les personnes qui vont éventuellement avoir à mettre en œuvre ce plan de reprise d'activité doivent être d'une part formées à la solution, entraînées régulièrement à l'exécution également d'un plan de reprise d'activité, un peu comme on peut faire des exercices d'évacuation incendie. C'est effectivement l'entraînement qui va faire qu'on sera efficace le jour éventuellement où il faut appliquer une procédure d'urgence, et puis des personnes qui vont être capables donc de suivre et maintenir ces procédures dans le temps. Et par rapport à ces objectifs de RTO et de RPO, et ben là encore une fois, on peut avoir plusieurs approches. On peut avoir des approches plutôt liées à la haute disponibilité, et dans ce cas-là, on va plutôt parler de continuité d'activité dans des approches actif-actif. Ou alors, si on est plutôt sur une notion de récupération d'urgence, on va être plutôt dans le cas d'architecture actif-passif, qui peut être un bon compromis entre les moyens financiers investis et les capacités à revenir rapidement à une solution à minima nominale. Alors dans le contexte d'Azure Virtual Desktop, comme on vous le disait, il y a bien deux scénarios à considérer. Le premier cas va être celui des bureaux virtuels en mode pool multisession, c'est-à-dire des bureaux virtuels qui sont partagés par plusieurs utilisateurs avec des notions d'itinérance de profil de données. Et puis le cas des bureaux virtuels dédiés monosession, c'est-à-dire où on a un bureau virtuel assigné à chaque utilisateur. Et on va commencer donc, avant de rentrer dans les scénarios et les solutions techniques, on va déjà vous présenter l'architecture de base depuis laquelle on va partir et concevoir, imaginer ensemble ces PRA. Pierre, peux-tu nous en dire un petit mot? Oui, donc sur cette architecture source, donc on va partir sur quelque chose de très traditionnel, hein, ce qu'on peut retrouver chez nos clients. Donc tout commence effectivement par une architecture en bas à gauche, une architecture on-premise dans lequel, on va avoir des contrôleurs de domaine, une forêt, des serveurs applicatifs, puis évidemment des postes.
Ensuite, on va relier donc cette architecture donc c'est on-premise dans de l'Azure. Donc, on va ici avoir un lien, par exemple ExpressRoute, une passerelle pour ce lien ExpressRoute. Et puis ensuite, on est dans un virtual network. Et ensuite, on va venir ici déployer nos ressources Azure. Donc, la première chose que l'on va faire, on va venir déjà déployer deux contrôleurs de domaine à minima, deux contrôleurs de domaine qui vont rentrer dans la forêt existante de ce qui peut exister on-premise. Et puis là, pour des questions de disponibilité, on va s'appuyer sur des zones de disponibilité dans Azure. C'est-à-dire qu'on va, au sein d'une même région, déployer ces contrôleurs de domaine dans des zones différentes. Donc ça, c'est pour la partie Active Directory. Ensuite, pour pouvoir tirer parti du service Azure Virtual Desktop, évidemment, il faut que des comptes utilisateurs soient dans de l'Azure Active Directory. Donc là, on va utiliser la solution Azure AD Connect qui va nous permettre de synchroniser ces comptes. C'est des comptes qui seraient dans des OU pour qu'ils soient synchronisés dans l'Azure Active Directory. Donc voilà. Ensuite, on va déployer, donc normalement, donc dans AVD, la première chose que l'on fait, c'est qu'on va déployer un host pool. Un host pool qui va récupérer effectivement nos machines host. Donc là, dans cet exemple, on va avoir deux hosts au sein d'un host pool. Là, ici, on part sur du Windows 11 ou du Windows 11 multisession. Euh, avec les applications. Ici, on peut s'appuyer sur un service qui s'appelle Azure Compute Gallery. Hein. L'idée ici, c'est de faire ses propres images. On partirait des images depuis le marketplace Azure. Ensuite, on construit son image. On peut s'appuyer sur Azure Image Builder ou alors éventuellement une solution tierce Spyker. Très bien. Ces hosts, donc qui font partie de ce host pool, pareil, donc on va tirer parti des zones de disponibilité. Donc là, en l'occurrence, donc ça va être deux hosts qui seront sur des zones différentes. On partage des bureaux, d'accord? Donc évidemment, il va falloir qu'on traite le sujet profil des utilisateurs. Donc là, dans cet exemple, on va s'appuyer sur la solution FS Logics hein, qui va gérer les profils utilisateurs. Et ces profils utilisateurs seront stockés dans un compte de stockage dans lequel on va exposer un service Azure File Share. Donc là, c'est les profils utilisateurs qui sont stockés sur un compte de stockage en Azure File Share. Voilà, c'est ce que voilà notre environnement source et évidemment cet environnement source va tourner dans une région bien particulière et cette région, effectivement, là, ici, on est sur de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Alors, ça, c'est l'architecture et puis quelques copies d'écran du déploiement d'hôtes de multisession. Donc, on va commencer. Dans la console Azure, vous allez aller chercher donc, tout ce qui est sujet Azure Virtual Desktop et on va vous proposer de déployer un host pool, ce qui est la première chose à faire. Donc évidemment, on va venir dans la bonne souscription, on va venir créer un ressource group, on va donner le nom à ce host pool. Et puis là, il y a une location du host pool. Donc là, on parle bien ici de metadata, d'accord? De metadata de ce host pool. Et là, on a choisi la région Ouest Europe. Ensuite, sur cet exemple, on va donc partager des bureaux. D'accord. On peut aussi faire du remote app, mais là, on va parler de bureaux. Ensuite, ces host pools sont donc partagés, ne sont pas personnels, hein, puisque c'est notre premier scénario. Et puis sur la partie load balancing, on est sur du breadth first. Donc là, on est sur la répartition de type round robin, donc horizontale. Voilà. On aurait pu aussi mettre un max de session limite, on aurait pu dire, voilà, pas plus de 20 users par host. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est le host pool. Ensuite, ici, on va venir créer nos hosts. Donc là, on parle bien de machines virtuelles. Donc là, pareil, un ressource group, un préfixe de ces machines, une région, donc là on parle bien des régions dans lesquelles ces hosts vont s'exécuter, et puis là encore une fois on va s'appuyer sur les availability zones pour avoir euh, une meilleure disponibilité en cas de perte d'une zone au sein d'une même région. On s'appuie sur des images Windows 11, encore une fois on aurait pu aller chercher ça dans une galerie.
On va s'appuyer sur des templates matériels ou des gabarits matériels. Donc là, on est sur du 4 vCPU, 16 Go. On déploie 2 VM, donc 2 hosts. Et puis, il est conseillé, évidemment, puisque plusieurs utilisateurs vont venir se connecter sur ces hosts, avoir un peu de stockage performant pour les VM et prendre du stockage de type Premium SSD. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va se poser, donc bien évidemment, avant de déployer des hosts, vous avez déjà déployé un virtual network, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, le virtual network dans lequel vous avez vos contrôleurs de domaine, etc., les subnets, et voilà. Donc là, on va venir pointer le VNet le VNet et le subnet dans lequel on va déployer ces hosts. Ensuite, quelque chose de très important ici dans Azure Virtual Desktop, vous avez deux manières de paramétrer ces hosts. Soit vous les mettez dans une architecture Active Directory. Donc là, nous, c'est notre cas, hein, puisqu'on a on a des contrôleurs de domaine. Donc ces hosts vont venir rejoindre l'Active Directory qui est déjà mis en place. On va donner un compte ayant les droits de pouvoir mettre ces machines dans le domaine, d'accord, son mot de passe, et puis ensuite, on va venir ici spécifier les, dans quel OU on pourrait mettre ces machines virtuelles. Donc là, on donne le nom du domaine, et puis ensuite, on va donner le chemin de l'OU dans lequel on souhaite faire arriver ces hosts. Et puis, pour finir ici, un compte admin local de ces hosts. Voilà. On va passer suivant. Ensuite, donc là, on a donc créé nos host pools, on a créé nos hosts, et ensuite, bien évidemment, il va nous falloir un élément pour pouvoir exposer ces ressources. Donc là, on parle bien de bureau. Donc là, pour exposer ces ressources, on va déployer un workspace. Donc ce workspace, on va lui donner un nom. Et puis ensuite, normalement, on a terminé au niveau de cet assistant. Vous avez ici une récapitulation de tout ce que l'on a pu mettre en termes de paramétrage. Et puis ensuite, on va venir créer tout ça. Voilà. On va venir créer et voilà. Donc là, ici, vous allez avoir la première ressource donc, qui est donc le host pool sur lequel ici on peut revoir le ressource group et puis très important ici, la partie location, donc dans la région Ouest Europe. Et puis on est sur des host pools partagés, pool, et ici on revoit ici la partie du load balancer, on est en breadth first. Voilà. Ensuite, ici, de base, donc là, c'est l'application group. L'application group, c'est effectivement l'élément qui représente les bureaux de nos hosts. Donc là, voilà, on voit que donc de base, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le nom du host et il rajoute DAG comme Desktop Application Group. Voilà. Après, tout ça, c'est paramétrable. Si vous faites de l'infra as code, vous pouvez changer de nom aussi. On retrouve ici les host pools dans lequel fait partie cette Desktop Application Group. Il ne nous restera plus qu'à venir à donner les droits à des utilisateurs de pouvoir consommer ce Desktop Application Group. Donc là, ici, on va venir faire un assignment, on fait add, et là, ici, normalement, on va récupérer tous les utilisateurs qui sont dans l'Azure Active Directory. Et là, on va retrouver des utilisateurs qui ont été synchronisés via la déconnect, et c'est comme ça qu'on va donner les droits à ce Desktop Application Group. On sélectionne donc les utilisateurs ou les groupes. Ensuite, on peut mettre un petit nom. Donc ça, c'est le nom qui sera donné à mes ressources dans le workspace. Donc là, on a choisi de mettre My Windows Desktop. Voilà. Ensuite, c'est personnalisable, bien évidemment. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sauvegarder tout ça. Eh bien, très bien, donc maintenant on a notre pool dot déployé, on a la publication des ressources qui est faite avec les bonnes identités. On va finaliser cette configuration de l'architecture source en paramétrant la solution de gestion des profils itinérants pour les utilisateurs, donc la solution qui s'appelle FSLogix. Alors pour configurer FSLogix, nous on a fait le choix de travailler via des stratégies de groupe. Donc là ici direction l'éditeur de stratégie de groupe sur une de nos machines d'administration. Et au niveau de l'arborescence et de l'unité d'organisation ordinateur en West Europe, on va venir ici créer une nouvelle GPO dans ce domaine Active Directory. Alors on lui donne un nom assez explicite. Et pour activer FSLogix, dans le cas de la gestion des profils utilisateurs,
on vient chercher ici dans les modèles administratifs, dans le dossier FSLogix, dans Profile Container, on a besoin de renseigner à minima deux valeurs fondamentales pour activer déjà FSLogix. Donc ici, c'est la configuration enabled qu'il faut tout simplement activer quand on va donc venir vouloir travailler avec des profils itinérants pour que FSLogix prenne la main sur le système Windows afin qu'on mappe des profils utilisateurs qui seront stockés à distance dans notre compte de stockage Azure File. Et ce compte de stockage, il est précisé grâce à la deuxième valeur ici VHD Location. On ouvre cette propriété et on renseigne ici l'adresse de notre compte de stockage avec le dossier FSLogix. Alors, on rappelle que ce compte de stockage, il a été intégré à l'Active Directory pour pouvoir gérer notamment les permissions SMB et NTFS lorsque les utilisateurs vont se connecter, afin que chaque utilisateur puisse lire, écrire dans son propre dossier et soit bien sûr uniquement capable de faire ceci dans son environnement et dans son profil utilisateur personnel. Alors dans le cadre de ces vidéos, on ne revient pas forcément sur l'intégration et la configuration. Il y a la documentation ici qu'on vous remettra dans le descriptif de la vidéo, qui est un pas à pas très bien fait, qui vous explique comment intégrer un compte de stockage avec le service Azure File dans un domaine Active Directory, domaine service. Voilà, donc ici, une fois qu'on a paramétré ces éléments-là au niveau de la configuration de ce GPO, on clique OK, on ferme l'éditeur de stratégie de groupe. Et pour accélérer la propagation, bah ici on est venu sur nos hôtes de session, on les sélectionne et puis on va les redémarrer pour que les paramètres de GPO s'appliquent rapidement. Et une fois qu'ils ont redémarré, bah quand on se connecte sur l'un de ces deux hôtes de session, on peut vérifier avec l'utilitaire FSLogix que le profil monte bien. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, profile load avec un statut à 0 et on peut contrôler évidemment la bonne configuration et création des profils utilisateurs en allant directement sur le partage SMB, FSLogix, donc sur le partage SMB qui est monté dans la région principale en Europe de l'Ouest. Et on confirme ici que le profil de cet utilisateur apparaît bien dans le dossier FSLogix. Voilà pour cette introduction et déjà la configuration de cette architecture de base. Donc, merci pour votre suivi et on vous donne rendez-vous très rapidement dans le prochain épisode où on va vous montrer l'architecture cible pour activer un plan de reprise d'activité dans le cadre des hôtes multisessions et puis on va vous montrer comment on va simuler un incident et comment on va tester le bon fonctionnement de ce PRA. Si vous avez des questions d'ailleurs, également, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, on sera ravis éventuellement d'y répondre. Merci à tous et à toutes et à bientôt.